pour parler de la politique étrangère de l'Arménie ainsi que des problèmes et des revendications des déplacés forcés du Haut-Karabakh. Je vais m'entretenir avec Ashot Roulian, ancien président de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien coprésident du groupe d'amitié France-Artsakh. Mais avant de débuter cet entretien, je tiens à rappeler un fait significatif. En Artsakh, le français était étudié en profondeur. Il existait un grand centre de la francophonie, aux origines de la création duquel se trouvait notamment Bako Sahakian, aujourd'hui détenu en captivité à Bakou. Le grand ami de l'Artsakh et de l'Arménie, François Rocheboine, est mon invité d'aujourd'hui, Ashot Roulian. Bonjour Monsieur Roulian, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Roulian, cela fait maintenant 2 ans que les dirigeants politico-militaires de l'Artsakh sont détenus dans les prisons de Bakou en captivité. La Croix-Rouge à son tour a quitté Bakou sur exigence du régime d'Aliyev et le contact avec eux a été totalement rompu. Quelles informations avez-vous? Quelles sont les nouvelles? Շատ ցավոտ թեմա է իհարկե բոլորիս համար եւ ճիշտ նշեցիք որ հենց այս օրերին լրանում է երկրորդ. C'est un sujet très douloureux, bien sûr, pour nous tous, et vous l'avez bien noté. C'est précisément ces jours-ci que s'achève la 2e année de détention de nos compatriotes dans les prisons de Bakou. Mais il est également probable que, même avant cela, nos compatriotes se soient retrouvés dans les prisons de Bakou, un sujet sur lequel il y a très peu, voire aucune information. Et la situation qui s'est créée durant cette période, notamment après la fermeture du bureau du Comité international de la Croix-Rouge à Bakou, a rendu les choses encore pires. Pas seulement, je pense, pour nos compatriotes eux-mêmes, les prisonniers de guerre, les dirigeants politico-militaires de l'Artsakh, mais aussi pour toutes ces personnes, et en premier lieu, bien sûr, pour leurs proches, leurs familles, et pour tous ceux qui suivent ces événements, ces procès-spectacles, qui se déroulent à Bakou, et qui sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans ce processus, en espérant, bien sûr, que nos actions influencent leur libération rapide. Je n'ai pas d'informations spécifiques et distinctes, mais il semble qu'une communication minimale soit maintenue, à savoir qu'une fois par semaine, nos compatriotes peuvent appeler leur famille. Il est clair que dans ce court laps de temps, ils ont à peine le temps de parler de leur état, de prendre des nouvelles de leurs proches ici, et tout cela, bien sûr, n'est pas suffisant pour que nous soyons mieux informés, et de plus, pour que nous puissions avoir une influence sur le déroulement de ces faux procès, et aussi pour avoir un certain espoir que leur libération puisse avoir lieu, et bien sûr, le plus tôt possible. Vous, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale de l'Artsakh, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la communauté internationale? Ou simplement avez-vous complètement perdu espoir qu'ils puissent entreprendre une quelconque démarche, étant donné que si les autorités arméniennes considèrent la question de l'Artsakh comme close et renoncent à la question du retour des habitants de l'Artsakh? Avez-vous encore une quelconque attente que la communauté internationale fasse quelque chose? Dans tous les cas, nous n'avons pas d'autre canal pour influencer ces événements. Bien sûr, l'intervention de la communauté internationale ne semble pas très visible ni très efficace, et nous en avons eu la conviction lors de ces jours tragiques de 2023, lorsque le déplacement forcé a eu lieu. Car il semble qu'il y ait eu quelques déclarations, quelques souhaits, mais cela n'a pas empêché l'Azerbaïdjan de mettre en œuvre son plan monstrueux. Vous savez, précisément sur la question des prisonniers, je pense que cette comparaison, pour que ce soit clair, aujourd'hui, nous, aussi peu soit-il, mais nous n'avons pas d'autre possibilité d'influence, car, vous l'avez bien noté, de la part du gouvernement arménien actuel, que ce soit sur cette question ou sur toutes les autres liées à l'Artsakh, il semble que la politique initiée est poursuivie, et qu'il faut clore la question et qu'il n'y a aucune possibilité, la question du retour est considérée comme irréaliste, etc. Toutes ces positions, toutes ces conceptions qui sont données par les autorités entravent considérablement tous les développements politiques possibles. Il s'agit bien sûr en premier lieu, si nous avons commencé par là, continuons, des problèmes humanitaires.
car il semble que ces derniers 1 ou 2 mois, les autorités arméniennes ont commencé à parler plus fréquemment des questions des prisonniers. Apparemment, lors de leurs différentes rencontres, du moins c'est l'information qui est donnée, mais je ne peux pas dire avec certitude que cette question est à l'ordre du jour prioritaire des pouvoirs arméniens, car si c'était le cas, il y aurait 1001 possibilités de rendre cette intervention, cette influence accessible, au moins aux proches des prisonniers de guerre, de nos amis capturés, à leurs familles. Et d'une manière ou d'une autre, bien sûr, cette intervention se manifesterait. Et je suis sûr que si ces efforts étaient plus actifs, le résultat de cette intervention nous placerait dans une situation bien différente. Regardez, récemment, au sein de l'APC, on en a parlé de manière très succincte, et depuis hier, il y avait des informations selon lesquelles une délégation de la Cour européenne des droits de l'homme s'est rendue à Bakou. Dans quelle mesure réussiront-ils à rendre visite à nos collègues, à nos prisonniers de guerre? Cela reste une question en suspens. Mais je pense qu'il faut utiliser toute opportunité. Dans tous les cas, pour résumer cette question, tant que nos compatriotes se trouvent dans les prisons de Bakou et qu'ils subissent ces procès-spectacles, les efforts déployés, en premier lieu par les autorités, je les considère comme insuffisants. Tous les autres efforts qui sont menés par les organisations de défense des droits de l'homme et surtout par des individus qui sont impliqués depuis le premier jour, je pense que ceux-là sont très importants. Nous devons remercier ces gens car, dans une situation aussi difficile, ils continuent d'utiliser leurs contacts, de déployer des efforts pour, au moins dans une certaine mesure, pouvoir soulager la situation de nos compatriotes. Et peut-être qu'en combinant ces possibilités, en les reliant, c'est seulement ainsi que l'on peut espérer obtenir un résultat. Հնարավորությունները համադրելով, իրար կցելով, միայն այդպես կարելի է ակնկալել, որ մենք կարող ենք որևէ արդյունք ստանալ։ Պարոն Ղուլյան, դուք եղել եք նաև Ֆրանսիա-Արցախ խորհրդարանական Monsieur Rouléan, vous avez également été le coprésident du groupe d'amitié parlementaire France-Artsakh. Et nous avons vu ces dernières années avec quelle ferveur les élus, les parlementaires français, les responsables politiques français ont défendu le droit à l'autodétermination du peuple de l'Artsakh. Et comment, pendant le blocus, ils sont même venus jusqu'au pont de Hakkari pour tenter d'acheminer de l'aide humanitaire aux Artsakhiyotes qui étaient en train de mourir de la famine. Maintenez-vous le contact avec eux et quels signaux de soutien recevez-vous de leur part? Je tiens à dire d'emblée que je me considère toujours, aujourd'hui même, comme un membre actif du cercle d'amitié Artsakh-France. Et si je continue à me sentir membre de ce cercle, c'est grâce à nos partenaires français. Car le chemin que nous avons entamé il y a des années, dès 2013, en créant ces cercles d'amitié bilatéraux, a été un parcours remarquable et a eu un impact visible. Grâce à nos partenaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, aujourd'hui encore, ils continuent de maintenir au centre de l'attention tous les problèmes des Artsakhiyotes. La question du droit au retour, celle de l'aide humanitaire qui, j'en suis sûr, doit se poursuivre. Mais aussi la question de la préservation du patrimoine historique et culturel de l'Artsakh. Je suis convaincu que cette attention suscite un profond sentiment de gratitude chez tous nos compatriotes, qu'ils soient ici à Erevan, dans d'autres régions d'Arménie ou même à l'étranger après avoir dû émigrer. Car les parlementaires français sont véritablement parmi les rares partenaires qui, au fil des ans, ont montré une attention constante aux problèmes de l'Artsakh. Savez-vous, j'ai fait un bilan personnel, et il s'avère que ces dernières années, nos partenaires du Sénat et de l'Assemblée nationale ont adopté 5 résolutions spécifiquement dédiées à l'Artsakh, 3 au Sénat et 2 à l'Assemblée nationale. Et une autre proposition de résolution est entrée à l'Assemblée. Oui, et dans toutes ces résolutions, ils ont pratiquement repris les formulations mêmes qui exprimaient la volonté du peuple de l'Artsakh. Je pense au droit à l'autodétermination et à la reconnaissance de l'indépendance de l'Artsakh. Vous vous souvenez, fin 2023, une telle résolution avait également été adoptée. Ce sont des signes très positifs. Et je veux profiter de cette occasion pour rappeler que durant cette décennie, nous avons parcouru un chemin exemplaire dans le développement des relations interparlementaires. Je me souviens des journées françaises en Artsakh en 2016, de la création du Centre de la francophonie avec l'aide de nos partenaires français, ou encore de la coopération décentralisée avec les villes françaises. Même à ce niveau municipal, des bases très solides avaient été jetées. Évidemment, aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Mais je suis certain que le travail mené par les députés et sénateurs français, grâce aussi bien sûr à nos compatriotes en France, à l'organisation Soutien à l'Artsakh et aux efforts de notre représentant, Hovhannes Gevorkyan, constituent des points d'appui et de soutien très justes, des points d'appui que j'aimerais que nous ayons aussi dans d'autres pays.
Et puisque nous parlons de soutien, je voudrais ajouter que c'est la France qui, la première, après les événements tragiques de septembre 2023, a annoncé une aide humanitaire d'un montant, je crois, de 30 millions d'euros, si ce n'est beaucoup plus. Oui, Et ce sont là aussi des gestes très justes, qui nous permettent de parler de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour soulager les souffrances du peuple de l'Artsakh. Sur cette note positive, je voudrais parler aussi des restrictions posées par les actions du gouvernement français. Ce que nous avons obtenu grâce à notre coopération avec le Sénat, l'Assemblée nationale et même nos anciens collègues français et ceux qui ne sont plus en fonction, nous ne pouvons malheureusement pas en dire autant du gouvernement français et de son ministère des Affaires étrangères. Cependant, je pense que ce précédent positif que nous avons créé est essentiel pour nous permettre de jeter les bases d'une coopération similaire dans d'autres pays. Et ce n'est pas un hasard si cet exemple français trouve un certain écho aujourd'hui en Belgique ou au Parlement suisse. Il faut simplement remercier ces personnes qui continuent de croire au droit à l'autodétermination du peuple de l'Artsakh, ceux qui, même après cette immense tragédie, continuent de soutenir notre droit au retour. Ce sont les efforts de ces individus que nous pourrons à l'avenir utiliser dans l'espoir d'obtenir des résultats encore plus significatifs. merci. Et ce soutien que vous avez mentionné est-il davantage sur un plan moral? C'est-à-dire, est-ce un soutien moral ou y a-t-il des actions concrètes? Si oui, pourriez-vous développer un peu? Il est très difficile de dire quel genre de conséquences cela a, car la situation est similaire à ce que nous avons discuté au début de notre interview. Voyez-vous, tant les 30 millions d'euros alloués par la France que les fonds alloués par d'autres pays comme aide matérielle et financière pour le peuple de l'Artsakh, si je me souviens bien, dans les 1 ou 2 premiers mois, plus de 100 millions de dollars ont été collectés. Mais qu'est-il advenu de cet argent? Personne ne peut le dire aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a aucune rendition de compte de la part des autorités arméniennes sur la manière dont cet argent a été dépensé, ou s'il n'était pas suffisant, si davantage a été ajouté, ou s'il y avait un excédent, et que cela continue. En ce sens, il est très difficile de dire quel genre de résultat a été obtenu grâce à cette assistance financière et matérielle. Donc, c'est-à-dire les habitants de l'Artsakh n'ont pas vu ou ressenti concrètement ce soutien. Je ne pourrais pas le constater, car ce que nous avons aujourd'hui comme résumé de la situation, aucun organe gouvernemental n'a présenté de rapport, et nous sommes tous dans l'ignorance. En premier lieu, bien sûr, les autorités de la République d'Artsakh, et d'autre part, même les organisations publiques qui auraient pu être impliquées et détenir ces informations. S'il y en avait, bien sûr, j'en serais informé d'une manière ou d'une autre. Et ils n'essaient pas d'être redevables? Les autorités arméniennes n'essaient pas d'être redevables envers les autorités de l'Artsakh ou sa représentation? Puisqu'ils ont même un problème psychologique à interagir et avoir des relations avec les autorités de l'Artsakh, j'aimerais voir cette redevabilité de la part de, disons, des autres factions de nos compatriotes. Que ce rapport soit présenté à la communauté arménienne de France, car cette assistance, ce soutien n'est pas arrivé à Yerevan de lui-même. Derrière ce soutien se trouvent les efforts de centaines de nos compatriotes et de dizaines, sinon de centaines de nos amis français. Si nous parlons franchement, voulez-vous dire que ces fonds ne sont pas parvenus aux déplacés de force de l'Artsakh? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je suis convaincu que, peut-être après cette interview, certains chiffres pourraient circuler, surtout dans le sens où les mêmes fonds qui ont été donnés au peuple de l'Artsakh pendant quelques mois, comme aide matérielle et financière, peut-être que c'est de là qu'ils ont été alloués. Mais il n'y a eu aucune spécificité concernant ce soutien et son acheminement au peuple de l'Artsakh jusqu'à ce jour. Je n'en ai pas vu. Ici, tout le monde parle au nom du peuple de l'Artsakh, de tous les côtés. Mais le peuple de l'Artsakh lui-même, vous êtes ici maintenant, vous êtes de l'Artsakh. Je peux dire que vous pouvez vous réserver le droit de parler au nom du peuple de l'Artsakh. Quel est le problème prioritaire et la demande principale du peuple de l'Artsakh aujourd'hui? Et ma deuxième question, veulent-ils que leur retour en Artsakh soit assuré? Ou les problèmes sont-ils davantage axés sur la question d'intégration ici en Arménie? Essaie-t-il de résoudre celle-ci en premier?
Ես նույնիսկ չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որովհետև դուք սկզբից շատ Je ne sais même pas par où commencer, car vous avez commencé par une question très douloureuse sur le fait de parler au nom du peuple de l'Artsakh, de présenter les problèmes concernant l'Artsakh. Selon ma conviction profonde, dès le premier jour, nous avons adopté une approche de très mauvaise qualité dans nos relations, en parlant des autorités arméniennes actuelles. Lorsque, dans les tout premiers mois, en parlant des problèmes du peuple de l'Artsakh, l'accent a été mis sur l'idée que les autorités de l'Artsakh n'existent pas, que le gouvernement de l'Artsakh n'existe pas, que l'Assemblée nationale n'existe pas, et que tous les autres organes n'existent plus. Et ce vide n'a été comblé d'aucune manière. C'est-à-dire que, même s'il n'existe pas, qui parle des problèmes du peuple de l'Artsakh? À un moment donné, vous vous en souvenez probablement, le peuple de l'Artsakh a essayé de parler de ses problèmes par le biais de sentiments publics et de rassemblements sur la place de la Liberté. Un conseil public pour la protection des droits du peuple de l'Artsakh a été créé, qui existe encore aujourd'hui. Mais même à ce niveau, les relations n'ont pas été structurées de manière à ce que les autorités arméniennes ou les organes étatiques compétents puissent interagir avec cet organe général établi d'une manière qui aiderait à alléger les fardeaux du peuple de l'Artsakh. C'est une question très lourde, très difficile, qui a été rendue plus complexe, plus artificiellement pesante, dans le sens où nous fermons tout. Il semble que nous mettons un terme à tout, et il ne reste plus qu'à ce que les citoyens de la République d'Artsakh acceptent la citoyenneté de la République d'Arménie, et avec cela, tous les problèmes seront résolus. Vous savez peut-être que c'est l'un des chemins à suivre, accepter la citoyenneté de la République d'Arménie. Et je n'exclus pas que parmi nos compatriotes, il y en ait, et il y a déjà des statistiques, qui ont accepté cette citoyenneté. Les gens le font pour le travail, pour le logement, pour bénéficier des programmes de logement. Pour participer à tous ces programmes en place, ils acceptent la citoyenneté. Mais je suis sûr que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une mascarade. Et cette situation est telle que les habitants de l'Artsakh se sont retrouvés avec le statut de réfugiés en République d'Arménie. Le statut de réfugié implique en soi que nous devrions être mieux protégés à la fois par le gouvernement de la République d'Arménie et par les organisations internationales opérant en République d'Arménie. En réalité, cette aide et ce soutien international a été dirigé par le biais du gouvernement arménien, sur lequel il n'y a également aucune information spécifique sur la manière dont c'est fait, sur les sommes d'argent ou les ressources matérielles en question. Ce qui devrait être fait par le gouvernement arménien est fait avec les mêmes limitations, à savoir qu'à partir de juin, après avoir accordé 2 mois supplémentaires dans une forme réduite, à partir de juin dernier, cette aide matérielle et financière du gouvernement a également été coupée, a été arrêtée. Et en fait, le peuple de l'Artsakh s'est retrouvé dans une situation de grand dénuement. Et c'est probablement la principale raison pour laquelle, après les mois d'été, nous avons connu une nouvelle vague d'émigration. C'est probablement la partie concernant la manière dont cette aide est fournie. Je pense que maintenant, bien sûr, nous, individuellement, ici, avec vous, ou en donnant des interviews à différents médias, ou en parlant des problèmes, nous soulevons d'une manière ou d'une autre ces sujets et le public en prend conscience. Mais je ne pense pas qu'en soulevant simplement les problèmes à ce niveau, nous inscrivons ces sujets à l'ordre du jour, en faisant une liste de tâches pour les autorités compétentes, qui est ensuite suivie par des efforts concrets du gouvernement pour alléger les fardeaux du peuple de l'Artsakh. Et en fait, quelle est la demande principale? Oh pardon, je vais donner la réponse à votre deuxième question aussi. Peut-être ne devrions-nous pas faire de distinction entre prioritaire et secondaire, mais ce qui est visible pour moi en ce moment est le suivant. Le problème principal du peuple de l'Artsakh est politique. Il concerne le retour collectif du peuple de l'Artsakh. Et toutes les autres questions découlent probablement de ce sujet. Puisque nous en avons parlé, j'aimerais essayer de dissiper la fausse impression qui se forme, ou s'est formée parmi nos compatriotes. Il ne s'agit pas de dire que si nous parlons du droit au retour du peuple de l'Artsakh, que sur le champ, le peuple de l'Artsakh doit retourner en Artsakh tout de suite, et que nous devrions essayer d'entraver d'une manière ou d'une autre, comme les autorités arméniennes tentent de le présenter, le processus de paix ou les négociations menées par la République d'Arménie. Il s'agit du problème spécifique selon lequel le peuple de l'Artsakh, quelle que soit la difficulté de la situation qu'il a traversée, déplacé de force, soumis à un nettoyage ethnique, sous la menace d'un génocide, le peuple de l'Artsakh n'est pas le seul à en parler. Le droit au retour du peuple de l'Artsakh est discuté dans les forums internationaux. Le plus douloureux est qu'il est discuté presque partout, sur tous les continents, sauf en République d'Arménie, sauf par les autorités actuelles de la République d'Arménie. Et parler du droit au retour signifie que nous ne déléguons ce droit à personne. Nous ne le donnons à personne, et nous ne disons pas que quelqu'un peut parler à notre nom à ce sujet.
et dire que ce retour est soit irréaliste ou que je ne vois pas la possibilité, etc. Vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez, mais ce que le peuple de l'Artsakh possède comme droit collectif, comme droit de retourner sur sa terre natale historique, après de tels conflits, personne ne peut nous l'enlever. Et encore un point très important. Ces derniers temps, on parle beaucoup de la paix. On dit que nous sommes très proches de la paix, que la paix est déjà là, qu'elle frappe à notre porte, et que nous semblons ne même pas l'entendre. La fin du conflit, l'arrivée de la paix, signifie précisément la résolution de ce genre de problème. Cela signifie la restauration des droits du peuple de l'Artsakh. Avant tout, le droit de retour. Cela signifie que les habitants de l'Artsakh qui sont dans les prisons de Bakou doivent absolument être libérés et rendus à leurs familles si le conflit est terminé et que nous avons apporté la paix. Cela signifie que les forces azerbaïdjanaises se retirent des territoires souverains de l'Arménie où elles sont apparues en 2022, 2023, etc. Si ces conditions préalables ne sont pas remplies, et cette liste peut être allongée, si ces conditions préalables ne sont pas remplies, alors une partie substantielle de notre peuple a tout à fait raison de ne pas croire à l'imminence de cette paix. Ուրեմն մեր ժողովրդի մի ստվար հատվածը շատ ճիշտ է, որ չի հավատում այդ խաղաղության մոտալուտ լինելուն։ Ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում, տրամաբանական է, որ այս պահին Արցախ վերադարձը։ Quelle solution voyez-vous? Il est logique qu'un retour en Artsakh ne soit pas réaliste en ce moment-là. Car selon de nombreux analystes politiques, il n'est pas possible de vivre côte à côte avec les Azerbaïdjanais. Il n'est pas possible de vivre à côté de quelqu'un qui veut vous tuer. Et nous avons vu de nombreux exemples où ils ont coupé les oreilles et les mains de personnes âgées sans défense. Ils les ont tués. Dans ce contexte, M. Roulian, je voudrais que vous clarifiez une fois de plus en parlant du retour en Artsakh. Qu'est-ce que le peuple de l'Artsakh envisage lorsqu'il prononce ces mots? Et comment l'imagine-t-il dans la réalité actuelle? Եղած իրականության մեջ։ Ասմիկ ջան, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ խոսքը գնում է նաև Արցախի ժողովրդի վերադարձի։ Cher Asmik, vous avez très justement noté que la question concerne aussi les possibilités de retour du peuple de l'Artsakh à condition que certains principes soient respectés. Et au cours de ces mois, lors des discussions, en partageant entre nous, en discutant lors de réunions, ces principes ont été formulés. Il s'agit d'un retour sûr, digne, volontaire bien sûr, et collectif du peuple de l'Artsakh. Et vous savez, même en parlant de la question précédente, quand nous avons dit que bien sûr cela ne signifie pas que nous nous levons maintenant et allons en Artsakh, il s'agit de faire en sorte que ce droit reste à l'ordre du jour de tous, des instances internationales, des autorités arméniennes et des autorités azerbaïdjanaises, car personne ne peut enlever cela au peuple de l'Artsakh, tout comme le droit à la vie. Je suis de l'Artsakh, nous sommes de l'Artsakh, et c'est ainsi que nous pensons. Et nous n'opposons pas tout cela à certains processus, au processus de paix. Au contraire, nous essayons de voir ce processus au sein de cette même paix. S'il y a la paix, alors les gens ont le droit de revenir. Si ce n'est pas le cas, alors il est trop tôt pour parler de cette même paix. Et encore une chose que j'ai mentionnée, le droit au retour nous permettra également de résoudre tous les autres problèmes et préoccupations concrètes qui existent aujourd'hui pour le peuple de l'Artsakh. Voyez-vous, on parle du retour collectif du peuple de l'Artsakh, aujourd'hui dispersé à travers le monde, c'est-à-dire un retour à la patrie. Cela signifie qu'en revenant en sécurité et dans la dignité, en assurant bien sûr ce retour collectif, et en résolvant les questions d'autodétermination et d'existence autonome, nous résolvons également une question très importante liée à la préservation de notre patrimoine historique et culturel. En ce moment, en Artsakh, l'Azerbaïdjan, chaque jour, chaque minute, chaque heure, et probablement ces informations, aussi rares soient-elles, apparaissent sur nos réseaux sociaux, ils démolissent, détruisent, ruinent et tentent d'effacer la trace arménienne de tous nos sites historiques et culturels en Artsakh, de tous les lieux possibles qui témoignent de notre identité arménienne. Donc le thème du retour peut aussi aider à empêcher que cette destruction et cette ruine ne se poursuivent. Mais même si le retour n'a pas lieu en ce moment même, je suis convaincu que nous, en tant que société, et les autorités arméniennes en tant qu'entité représentant l'État, pouvons en parler dans les organisations internationales. Et je suis convaincu que ce sera un sujet très bien accueilli par toutes les structures internationales qui, en vertu de leur mandat et de leurs fonctions, devraient s'en occuper. Ce serait une question très acceptable et compréhensible en utilisant les possibilités de toutes les organisations religieuses et non religieuses liées à la foi chrétienne. Mais malheureusement, rien de tout cela n'est fait aujourd'hui, ou si c'est fait,
Ces résultats ne sont en aucun cas tangibles. Nous avons été témoins à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe lorsque Nicole Pachinian a prononcé un discours qu'il a seulement souligné qu'il n'y a nulle part de corridor de Zangezur, qu'il ne faut pas utiliser ce terme, qu'il n'existe dans aucun document. Et il a également parlé de recevoir du soutien, c'est-à-dire qu'il a parlé de l'intégration des Arméniens de l'Artsakh en Arménie. Donc, si celui qui devrait présenter la voix des Artsakhiyotes au plus haut niveau, mais il ne le fait pas, qu'attendez-vous de la communauté internationale? Par exemple, beaucoup, même les parlementaires et les personnalités politiques pro-arméniennes qui ont toujours lutté pour les droits du peuple de l'Artsakh disent « Nous ne pouvons être plus royalistes que le roi ». C'est très triste, et il n'y a rien à ajouter. Vous l'avez très justement noté. L'un de nos collègues a simplement écrit dans ses publications hier, et je pense que c'était l'évaluation la plus juste, que les années précédentes, nous allions en Europe. Nous utilisions l'opportunité de parler à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du droit à l'autodétermination du peuple de l'Artsakh. Alors que maintenant, le discours du dirigeant arménien était consacré à justifier l'impossibilité d'un retour en Artsakh. Merci. Et votre dernier mot pour en tirer une conclusion. Չգիտեմ նույնիսկ ինչ կարելի ասել որպես եզրափակիչ խոսք. Je ne sais même pas ce qu'on peut dire en guise de conclusion. Je voudrais simplement que nos compatriotes ne se laissent pas abattre, ne se découragent pas. Nous avons bien sûr traversé des événements fatidiques, et pour le XXIe siècle, c'est même incroyable. Ce dont nous parlons concernant les événements d'il y a 100 ans, il semble que cela soit revenu à nous, cette fois sous une forme plus terrible, car cela concerne des terres arméniennes traditionnellement plus protégées, plus sûres. Et vous savez, quoi que nous puissions dire aujourd'hui, quelles que soient les valeurs que nous puissions essayer de comparer avec la perte de l'Artsakh, elles ne soutiennent aucune comparaison. Je ne pense pas que la démocratie ou toutes ces autres valeurs occidentales soient plus importantes que ce que nous avions en tant que territoire historique arménien. Et vous savez, c'est tout simplement stupéfiant pour moi que même de grands pays, par leur territoire et leur population, qui aujourd'hui semblent résoudre les problèmes les plus importants du monde, de la Chine aux États-Unis en passant par la Russie, tous ces États ne veulent pas perdre un seul mètre carré de leur territoire. Au contraire, ils font tout pour acquérir de nouveaux territoires et de nouvelles ressources. Et nous parlons calmement de la perte de nos territoires historiques arméniens et de nos ressources humaines et matérielles. Պատմական, հայկական տարածքները եւ մեր մարդկային նյութական ռեսուրսները կորցնելու մասին։ Merci. Mon invité était Ashot Roulian, ancien président de l'Assemblée nationale de l'Artsakh. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur un point précis. En 2023, 120 000 Arméniens ont été déplacés de force. Mais avant cela, 30 000 autres vivaient déjà en Arménie et dans sa diaspora. Par conséquent, lorsque nous parlons des droits des habitants de l'Artsakh, il serait plus juste de mentionner le chiffre de 150 000 personnes. Et pour conclure, j'aimerais citer un épisode historique. Lorsque Hitler planifiait l'Holocauste, il aurait cherché à justifier sa décision en disant « De la même manière que le monde a oublié les massacres des Arméniens, il oubliera l'extermination des Juifs ». L'histoire a montré que son calcul était erroné. Non seulement le monde se souvient, mais cette destruction n'a pas empêché le peuple juif de bâtir un État puissant, capable de défier jusqu'à l'Allemagne elle-même. Je vous laisse en tirer les conclusions. Merci de nous avoir suivis. Je suis Hasmi Karagelian. À très vite.